Nature Centre, qui est une fédération régionale, eh bien, je suis tout à fait heureux de vous accueillir, bien sûr au nom du conseil d'administration, mais aussi au nom de ceux qui ont travaillé pour que cette journée puisse avoir lieu. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée constitutive. Une personne a joué un rôle extrêmement important, c'est Jean-Paul Thévenin qui est à ma gauche, donc qui a animé ce groupe, qui a eu une quinzaine de réunions à peu près. Et l'objectif de Nature Centre, c'était que le conservatoire, une fois constitué, eh bien, puisse, je dirais, vivre de ses propres ailes, en quelque sorte. Lorsque le bureau de Nature Centre, le conseil d'administration de Nature Centre m'a mandaté en fait pour initier la démarche de création d'un conservatoire, on est parti de rien. C'est-à-dire que je me suis entouré de quelques personnes qui, comme moi, étaient volontaires pour participer à la démarche. On a commencé à se réunir à droite à gauche dans des locaux, à Nature Centre, dans des locaux de diverses associations de la région. Et puis, évidemment, c'était une démarche à 100% bénévole, mais on était tous passionnés. Il y a un certain nombre de choses qui ont marqué la mémoire. Bon. Le premier d'entre eux, évidemment, c'était l'Assemblée générale constitutive. On l'a préparé quand même pendant 2 ans, on l'a imaginé, on l'a pensé, on l'a joué un peu avant. Et le jour venu, bon, c'était un moment fort en émotion et où on avait en même temps beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions, quoi. S'il y aurait déjà un public, si les partenaires allaient répondre présents, si ça allait bien se passer, etc. Et en fait, oui, ça a été un moment important, je crois. On avait au minimum 100 à 150 personnes dans la salle, ce qui en soi était déjà une réussite pour la création d'une nouvelle association. Hein. Et puis on avait à la tribune, donc quand même, qui était assez complète, hein, avec la plupart des responsables politiques de la région étaient là. Et le devoir des hommes d'aujourd'hui, je pense, c'est de transmettre aux générations qui vont nous suivre donc la richesse qui résulte de cette diversité, pour la transmettre bien sûr aux autres, donc à nos enfants et nos petits-enfants. Offrir à nos enfants un patrimoine naturel préservé ? Oui, mais comment ? En apprenant à connaître, à protéger, à gérer et à valoriser les espaces naturels. C'est pour assurer ces missions en région que, sous l'impulsion de Nature Centre, le Conservatoire du Centre voit le jour le 27 octobre 1990. Cette création n'est pas la première dans l'aventure des conservatoires d'espaces naturels, puisque le premier conservatoire est créé en Alsace dès 1976, suivi 13 ans plus tard de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Un autre conservatoire, départemental celui-là, est né 3 ans plus tôt, en 1987, celui du site du Loir-et-Cher, participe de près à cette naissance qui vient renforcer l'intervention en faveur des espaces naturels en région centre. Un autre moment important, bien sûr, symboliquement aujourd'hui, c'est l'acquisition de l'île de la Folie, la première acquisition. Ça a été effectivement un moment là aussi fort en émotion et symbolique, quoi. C'était vraiment la concrétisation d'une grande idée qui commençait à se faire. La constitution du réseau de sites débute dès 1991. Avec l'île de la Folie, un joli petit coin de Loire entre Chaumont et Rilly dans le Loir-et-Cher, représentatif de la forêt alluviale ligérienne. L'étang de la Benette est quant à lui le premier étang acquis en 1995. Étang forestier au sein du Perche, la Benette accueille une flore originale typique des étangs pauvres en matière organique. Les pelouses sèches et les falaises, habitat rare en région centre, sont pour la première fois protégées par le conservatoire en 1992 grâce à l'acquisition de parcelles sur le bois des Roches dans l'Indre, une future réserve naturelle régionale. De nouveaux sites majeurs vont renforcer le réseau d'espaces préservés au fil du temps, avec comme partenaire naturel la SAFER.
à peu près 2 années, le conservatoire a été géré entièrement par des bénévoles. C'est-à-dire c'était des membres du bureau qui faisaient le travail de secrétariat, le travail de communication, le travail de recherche de sites, etc., etc. Des bénévoles passionnés et pour le moins persévérants, car les débuts sont difficiles. Membres fondateurs, sympathisants et, dès l'année 92-93, une centaine d'adhérents permettent la consolidation des objectifs et des premiers projets du conservatoire. Leur soutien au fil des années et du développement de l'association a été fondamental pour la reconnaissance des actions par un large public comme pour la valorisation des sites naturels préservés. Je pense que l'assise citoyenne, d'une part, est nécessaire parce que c'est effectivement un gage de pérennité de l'action que nous avons entreprise. Voilà. Si l'action n'a pas cette assise-là, ne repose pas sur une volonté populaire de poursuivre ce type d'action-là, il n'y a aucune raison que tout cela perdure, quoi. Bon. D'une part, c'est nécessaire. D'autre part, je pense que si le conservatoire veut continuer à se développer au niveau de la maîtrise de nouveaux sites, l'équipe salariée ne pouvant pas raisonnablement être augmentée à l'infini, il faudra bien qu'il y ait une implication de plus en plus forte, à mon avis, de bénévoles. Voilà, on peut adhérer entre guillemets au conservatoire avec l'adhésion, ça peut être en s'impliquant dans le bureau, dans le réseau des conservateurs, dans tout ce qu'on veut, ça peut être dans les sorties, et puis ça peut être dans les chantiers bénévoles. Ça me paraît effectivement quelque chose à développer. Voilà, non seulement c'est efficace en termes de gestion du milieu, mais en plus en termes d'implication de la population, d'éveil aux problèmes de préservation et d'implication personnelle. Alors là, c'est quand même super top tout ça. Dans un autre ordre d'idées, un moment important, c'était une des dernières responsabilités de mon mandat, ça a été l'organisation du congrès des conservatoires à Orléans et à Sully-sur-Loire. Et ça j'en ai vraiment un souvenir ému. D'avoir réuni à Orléans et à Sully tous les responsables des conservatoires de France, on était quand même, je sais pas, 200 personnes, 250, je ne sais pas exactement. Voilà, donc avec des personnalités, avec du public. Je me souviens également de la soirée organisée au château de Sully, c'était assez grandiose, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et puis ça a été l'occasion d'un échange extrêmement fort avec les salariés de l'époque. Je me souviens de vraiment une vraie émotion, quoi. Qu'est-ce qui fait de cette région quelque chose d'absolument exceptionnel? C'est la Loire, et je crois que vraiment la Loire, c'est quelque chose qui nous unit tous. C'est elle qui nous sauve de la platitude de notre région et de la beauté de la Beauce, certes. Il faut savoir la découvrir. Enfin, je crois que la Loire est un enjeu énorme. La protection de sites ligériens est un vrai fil rouge pour le conservatoire. Imaginez, les surfaces préservées en bord de Loire atteignent plus de 1500 hectares. Val de Langeais, Val de Montlouis, Val de Sully, Val d'Héry, de vastes ensembles où le boisement et les prairies se disputent l'espace. Le programme Loire Nature débute en 1993. C'est le début d'un travail incessant sur la Loire et ses affluents, dans un cadre européen d'abord, puis associatif. Fait marquant, un secteur de la Loire des îles entre Cher et Nièvre est classé réserve naturelle nationale en 1995. Le conservatoire y gère déjà depuis 1994 le Val d'Héry et devient co-gestionnaire de la réserve naturelle avec son homologue de Bourgogne. En 2000, la Loire est consacrée davantage encore et inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO
au titre de ses paysages culturels. Reconnu au sein du réseau Natura 2000, le fleuve façonne, si tant est qu'on le laisse faire, des habitats variés et sensibles, refuge pour de nombreuses espèces communes ou rares. Un prestigieux patrimoine pour lequel l'attachement du conservatoire ne s'est jamais démenti. Très grand événement, alors là, à un niveau presque européen, c'est quand sur le méandre de Billy, on a eu la visite de Stavros Dimas, qui était à ce moment-là le commissaire européen à l'environnement, accompagné de Serge Lepelletier, qui à ce moment-là, aujourd'hui maire de Bourges, qui à ce moment-là était ministre de l'Environnement. Et alors naturellement, avec le préfet en uniforme, avec toute la police autour, etc., pour leur montrer quoi? Des moutons. Et ces gens-là étaient venus, et Dimas était absolument enchanté, parce qu'il a vu des moutons qui étaient en train de gérer des bords de Loire. Et ça, je crois que ça me sortait de son technocratique Bruxelles, ou Strasbourg, ou je ne sais quoi, des grands immeubles de verre et de béton, où se décide la possibilité de nous accorder les moyens de faire pâturer des moutons en bord de Loire. Ça, c'était génial. Toutes ces actions auront passionné de nombreuses personnes. En 20 ans, 75 salariés et 27 stagiaires auront contribué aux actions du conservatoire. Une professionnalisation débutée dès 1992 avec l'arrivée du premier salarié, Jean-Pierre Bombonnel. Une équipe Loire lui prête main forte de 1993 à 1998, suivie de la mise en place de 3 équipes délocalisées au plus proche du terrain avec la création des antennes en 1999-2000. Des postes pour chaque axe, connaître, protéger, gérer et valoriser, et une équipe administrative et transversale pour les épauler. Le SIG arrive à son tour en 2004, puis des postes pour des missions d'accompagnement des politiques environnementales, Charte de l'environnement en Eure-et-Loire, Espaces naturels sensibles, Natura 2000, Carnet B, des sujets auxquels contribue le conservatoire et qui aboutissent aujourd'hui à une association de 28 salariés. S'appuyant sur le projet coordonné pour les espaces naturels et ruraux, issu d'un séminaire de réflexion tenu en 2006, le conservatoire s'intéresse à d'autres milieux emblématiques de la région sur lesquels pèsent de fortes menaces. Les étangs, étang de la Benette en 1995, réputé pour ses batraciens et stars de fréquence grenouilles, étang de Beaumont en 1996, îlot ornithologique en Sologne, et étang Aix-Chèvres en 2005, joyau de la Brenne. Certes, la région centre n'est pas riche en tourbières, ces milieux faits de débris végétaux lentement accumulés et peu décomposés grâce au froid et à l'humidité, mais quelques-unes retiennent très tôt l'attention du conservatoire. Dès 1991, il est question de la tourbière des Froux en Eure-et-Loire, qui sera finalement protégée en 1999 dans le cadre d'une convention avec la commune, le parc naturel régional du Perche et l'ONF, puis de Landes tourbeuses en Sologne-du-Cher à Ménétréol-sur-Saudre en 2003. Les pelouses, les vraies pelouses, pas le gazon du jardin, sont devenues très rares en région centre elles aussi. Le programme Life Pelouse Sèche Relictuelle de France tombe à pic. Eau de Bertignolles, puis du Chinonais, Chaume du Patouillet, Eau de Lapan et les merveilleux Chaumes de la Périsse en bénéficient de 1999 à 2003 et rejoignent le réseau de sites préservés. La réintroduction d'activités pastorales traditionnelles est ici le meilleur moyen d'éviter l'embroussaillement de ces milieux originaux, souvent liés à l'activité humaine, il faut l'avouer, mais ô combien précieux pour tant d'espèces aux affinités méridionales. On vit dans un pays où ce qu'on appelle milieu naturel, ce sont des systèmes qui existent parce que l'homme est intervenu et a modifié les milieux originaux et que s'est installé finalement un équilibre nouveau, quoi. Et cet équilibre nouveau-là tend à disparaître avec la disparition des activités humaines dites traditionnelles, quoi. Donc évidemment que si on veut garder un certain nombre
un certain nombre de parcelles du patrimoine naturel, les activités humaines qui sont à l'origine doivent perdurer, quoi, hein, d'où la nécessité de poursuivre ça et là un certain nombre d'activités agricoles. Ouais. Tous ces espaces sont fragiles. La nature, domestiquée de longue date, a parfois besoin d'un coup de main et d'un entretien selon des modes de gestion adaptés aux exigences de la biodiversité. Le conservatoire cherche dès 1997 à formaliser cette gestion des sites naturels remarquables. Comme le souligne si bien Christian Gauberville, représentant alors le conseil scientifique, il reste à effectuer un travail indispensable en établissant pour chaque site un plan de gestion qui précise les objectifs, les opérations à effectuer et les études complémentaires à engager. Cette nouvelle démarche technique est lancée. 82 plans de gestion précisent aujourd'hui les actions à mettre en œuvre sur autant de sites. Maintenir les usages autant que possible, intégrer les sites dans leur contexte, participer au développement local, autant d'exigences que se fixe le conservatoire, autant de moyens de préserver les sites. Aussi, près de 50 agriculteurs sont associés à la gestion de ces espaces. Pour les milieux qui demandent une gestion ou des aménagements plus techniques, le conservatoire s'appuie aussi sur des associations d'insertion locale. Donc quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on favorise certaines espèces, au contraire on en pénalise d'autres. Bon, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des espèces ou des milieux à enjeu, comme on dit, qui risquent de disparaître? Est-ce que cette disparition-là est préjudiciable ou pas? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour y remédier ou pas? Bon, voilà, c'est tout le jeu d'une activité comme la nôtre, où on mesure d'un point de vue scientifique et au mieux qu'on peut, d'un point de vue humain aussi. Donc voilà, ce qu'il faut faire au mieux, intervenir, ne pas intervenir. Voilà. En train de définir un petit peu quelles devaient être les actions prioritaires du conservatoire dans les mois et dans les années qui viennent. Alors je vais les reprendre un petit peu pour que Monsieur le Président puisse les entendre. Donc, en priorité, bien sûr, les milieux qui abritent des espèces menacées. Et dans la région, il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. Il y a un certain nombre d'espèces végétales, c'est difficile de faire le détail ici, ça nous mènerait un petit peu loin. Mais je pense notamment à des plantes à bulbes, qui sont parfois très jolies, comme les tulipes sauvages, comme les frétillaires, comme des orchidées de nombreuses espèces. Est-ce que beaucoup de gens savent, par exemple, que la région centre abrite environ 50 à 60 espèces d'orchidées sauvages? C'est tout à fait remarquable. Et donc beaucoup d'autres, les narcisses, etc. La même chose bien sûr pour les espèces animales, je pense au fur et à mesure que ça me vient aux cistules, c'est-à-dire les fameuses tortues, je pense à certaines espèces d'oiseaux comme les sternes de la Loire et à beaucoup d'autres. Certaines espèces de rapaces, je pense également à la loutre qui est une espèce pratiquement disparue de notre région, qui est au bord de l'extinction dans beaucoup de régions françaises. On pourrait parler également du vison d'Europe, etc. Préserver les milieux pour préserver les espèces animales et végétales, un sacerdoce. Mais des espèces en danger, rares ou emblématiques, justifient parfois des interventions plus spécifiques. Le râle des genêts, emblème des prairies inondables, qui incarne les conséquences de la modification des pratiques agricoles sur la biodiversité. Son retour sur les prairies du Fouzon, un rêve peut-être, mais un rêve qui donne des ailes. Un combat pas encore perdu, l'outarde canepetière, symbole des oiseaux des plaines et des espaces agricoles, autrefois largement répandu, enthousiasme les naturalistes et les photographes à chacun de ses retours. Les chauves-souris, dont le bois des roches constitue l'un des sites d'hivernage majeurs en région, sont suivis de très près. L'azuré du serpolet, typique des pelouses sèches, lié à une fourmi et à une plante, tous suivis à la loupe. Les batraciens, mis en exergue sur les zones humides, qui continuent de disparaître, inexorablement. Le coquelicot, fragile symbole d'un compromis possible entre homme et nature.
Mettre sous cloche ces merveilles? Surtout pas. Plutôt les montrer pour les préserver. Le réseau de sites préservés par le conservatoire constitue un support de sensibilisation idéal. Et l'information et l'éducation à l'environnement sont des outils majeurs pour développer la curiosité naturaliste et s'approprier l'extraordinaire biodiversité proche de chez soi. Quoi de plus efficace donc que de les faire découvrir au public et aux enfants en compagnie d'un animateur? Montrer les zones humides dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération du réseau des conservatoires, rejoint par Réserve naturelle de France depuis 2004. Parcourir les pelouses sèches et découvrir leurs particularités et leurs orchidées, entre autres, lors de la fête de la nature chaque année. Fêter la Loire et ses affluents dans le cadre de la soirée Loire Nature. Mettre la main à la pâte aussi dans le cadre des chantiers d'automne. Aider à la découverte des sites lors de visites libres. Les ouvrir selon leur sensibilité et contribuer ainsi au tourisme de nature est aussi un objectif. Au fil du temps, les sentiers se dessinent, les panneaux accueillent les visiteurs. Les plaquettes accompagnent et encouragent ces ouvertures. 23 plaquettes sont parues, d'abord sur les Frous et la Bonnette, puis sur les sites des pelouses sèches, les sites ligériens. Des sites pilotes, vitrines de l'action conservatoire, voient le jour avec l'étang de Beaumont, les rives de Beaugency, l'île de Bon-Désir, accessibles à tous. Je me souviens avec grand plaisir, c'est quand les enfants à Lunerie, c'est ça c'était à Lunerie, on fait faire la visite du site à leurs parents. Et quand j'ai vu ça, enfin véritablement, bon, c'était des petits enfants qui mélangeaient un peu les choses, etc. Mais qui étaient tellement contents d'avoir quelque chose à apprendre à papa et à maman. Et là, on s'est dit, tiens, on a fait quand même du bon travail. Une région vaste, 4 axes de travail sur 93 sites en 2010, tout un programme. Heureusement, des adhérents motivés et proches des sites s'impliquent. La mission de conservateur prend forme avec la nomination du premier d'entre eux, Philippe Henry, se renforce au fil du temps. Relais locaux essentiels, ces bénévoles complètent les actions entre animation, relationnel local et suivi scientifique. Une trentaine en 2000, ils sont 70 en 2010 et constituent un réseau dynamique essentiel. Leurs représentants intègrent le conseil d'administration en 2007 et renforcent ainsi la reconnaissance de ses membres dont les actions variées sont essentielles. Sans connaître les résultats de tout cela, je suis convaincue que oui, en fait, que nous avons effectivement toujours essayé d'être en contact avec la population locale. Regardez nos structures, on a des conservateurs de sites qui sont des gens locaux, qui ont peut-être joué tout petit sur ces sites et qui les ont aimés, puis qui aujourd'hui font quelque chose, qui connaissent les gens. Donc il y a un réseau local à partir duquel je pense qu'on fait du bon travail. Très tôt impliqué dans les politiques européennes et nationales de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire, le Conservatoire cherche à décliner ses objectifs au niveau régional en y intégrant au mieux les problématiques spécifiques locales, mais aussi les questions liées à l'emploi, l'insertion sociale et l'éducation. Être au carrefour des politiques territoriales, des volontés individuelles et des exigences économiques n'est pas une position facile. La démarche conservatoire, c'est aussi l'art du compromis dans la mesure où la nature y trouve sa place. Avec patience et détermination et l'aide de ses bénévoles, de ses adhérents, de ses partenaires, le Conservatoire veille à faire de notre patrimoine naturel une priorité. Réserve naturelle, espaces naturels sensibles, Natura 2000, Plan Loire, trame verte et bleue, plans nationaux d'action, schéma régional de cohérence écologique, autant de stratégies globales dans lesquelles le Conservatoire s'engage et décline à l'échelle locale, et ce, au plus près des différents acteurs des territoires. Toutes ces actions n'auraient pu être menées au cours de ces 20 années sans le soutien durable de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le Conservatoire s'efforce chaque année d'être le plus transparent afin de maintenir cette confiance. Sans pouvoir les citer tous, il convient de rendre hommage à ces partenaires dont la diversité crée les conditions d'une action collective et concertée en faveur des espaces naturels.
Il n'est pas l'heure de conclure, mais plutôt celle de faire un bilan et de constater que, malgré les difficultés et les aléas, le conservatoire est fidèle à son objectif premier, la maîtrise foncière et d'usage sur les espaces naturels remarquables. Né de la société civile il y a 20 ans, le voilà riche d'un véritable réseau de 3000 hectares sur près de 100 sites. Plutôt qu'une conclusion, c'est la reconnaissance du travail d'une poignée de passionnés et la conscience partagée de ce qu'il reste à accomplir. Dans un contexte en constante évolution, fédérer les énergies et regarder dans la même direction est essentiel. Le conservatoire a d'ailleurs intégré en 2008, avec d'autres structures régionales complémentaires, l'établissement public Écopôle. Le début d'un nouveau cycle de travail, d'acquisition, d'action et de collaboration multiples. Entreprendre ensemble pour transmettre à nos enfants un patrimoine naturel préservé.